internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Président, bonjour. Bonjour, madame. I think we can. Nous allons immédiatement poursuivre l'interrogatoire du témoin. Il s'agit de la défense donc de Monsieur Gbagbo. Alors j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements à propos de courriel que j'ai reçu hier soir. On fait des calculs. Enfin, j'ai l'impression que vous avez fait des calculs concernant le temps passé, mais le mail n'est pas clair. Je ne sais pas si c'est le temps que vous avez déjà utilisé ou le temps dont vous aurez besoin aujourd'hui. Le email que nous vous avons envoyé au nom de notre équipe et de celle de Charles Bégoudet portait sur le temps dont nous aurons besoin aujourd'hui. Mais il est possible que nous ayons besoin d'un peu moins de temps que ce qui était indiqué. Simplement, pour être tout à fait sûr, nous vous avons donné l'approximation en ce qui nous concerne de 2h30. Ce sera probablement un peu moins. 2.5 hours. 2h30 pour votre défense ou 2h30 pour les deux défenses? Je suis très reconnaissant d'avoir reçu ce courriel. Malheureusement, il n'était pas aussi clair qu'il aurait pu l'être, enfin à mes yeux en tout cas. Nous concerne la défense de Laurent Gbagbo. 1h45 en ce qui concerne la défense de Charles Bégoudet. Mais je reviens un instant sur notre évaluation du temps dont nous aurons besoin, nous, la défense de Laurent Gbagbo. Probablement, ce sera un peu moins de 2h30. Yes. Okay. Bien. Mais vous ne pouvez aller au-delà du temps dont l'accusation a eu besoin. Enfin, passons. Mais souvenez-vous, nous avons aussi besoin d'aborder l'autre sujet. Vous savez, le sujet qui doit être abordé. Il est bon de vous le rappeler. Donc je donne la parole maintenant à la défense de M. Gbagbo et vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, madame. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le déroulé d'un examen externe. D'accord? Alors, quand vous procédez à un examen externe, par quoi commencez-vous? Par quel acte commencez-vous? Nous procédons à l'examen. Nous commençons par ouvrir la housse mortuaire, regarder ce qu'elle comporte, lire l'étiquette qu'il y a sur cette housse, ou s'il n'y en a pas, on constate qu'il y en a, on la lit. Nous ouvrons également, une fois que la housse mortuaire est ouverte, nous constatons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous regardons notamment le bracelet d'identité. Nous essayons de lire ce qui est reporté sur le bracelet d'identité. Et nous comparons avec, bien sûr, les données du dossier morgue accompagnant le corps. Et ensuite, nous procédons à l'examen externe de l'ensemble du corps, notamment l'état dans lequel le corps se trouve. Nous faisons l'inventaire de l'entièreté du corps ou pas. Et ensuite, nous procédons donc à l'examen du revêtement cutané, l'examen externe proprement dit. Une fois après apprécié tout l'aspect identité, les phénomènes cadavériques, comme on dit, l'état de putréfaction, comment il est présenté, et ensuite les lésions que l'on peut constater. D'accord.
Merci Madame le témoin pour ces différentes étapes de ce qui est un examen externe. Et pendant que vous effectuez l'examen externe, est-ce que vous remplissez la fiche d'examen externe en même temps que vous pratiquez l'examen? Ah non, pas la même personne. Parce que nous avons les mains pleines de... pas très propres. Donc, nous sommes aidés par un interne qui prend les notes et nous vérifions, ou un autre médecin également qui prend, nous vérifions. D'accord. Donc, ça c'est très clair. Donc, mais la fiche d'examen externe, même si c'est l'assistant qui prend des notes, est établie au moment où le médecin légiste effectue l'examen externe. Oui, au moment où les médecins légistes effectuent l'examen externe. Très bien. Et pendant cet examen externe, est-ce que vous pratiquez à des prélèvements? Et si oui, lesquels? Oui, si nous retrouvons notamment des objets, nous les prélevons, notamment si nous retrouvons des projectiles ou autre chose, des fragments métalliques ou autre chose, nous les prélevons, qui nous paraissent importants, surtout à l'intérieur relatif au corps. D'accord. Et vous venez nous dire que vous prélevez, par exemple, un projectile. Qu'est-ce que vous faites de ce projectile que vous avez prélevé? Nous le mettons dans un poudrier et pour le remettre à la police scientifique chargée de faire l'examen, nous le précisons bien. D'accord. Est-ce que le résultat de l'analyse faite par la police technique et scientifique vous est communiqué? Il ne nous a pas été communiqué. D'accord. Alors, à la page 0005 du rapport circonstancié, alors, vous n'avez pas le rapport devant les yeux, je vais vous le faire communiquer en version papier pour que vous puissiez suivre avec votre rapport. Could we please have the... Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner le numéro RN complet? C'est le CIV OTP 0050 0003. Alors, Madame le témoin, à la page 005 de votre rapport circonstancié, il est indiqué que dans le cadre de votre réquisition, vous deviez prendre connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques réalisés par les autres experts ou personnes qualifiées saisies. Alors, ma question, pourquoi ne pas avoir obtenu, comme c'était indiqué dans le cadre de la réquisition, les résultats balistiques des projectiles que vous avez remis à la police technique et scientifique? Parce qu'il nous a été demandé de remettre les rapports de nos examens au moment où nous les avons rédigés, donnés. Donc, il fallait les remettre. On ne nous a pas demandé d'attendre d'avoir ces résultats-là. D'accord. Est-ce que vous les avez obtenus par la suite, ces résultats? Non, je ne les ai pas obtenus, ces résultats. D'accord. Alors, dans un des rapports médico-légaux que vous avez rédigés, et c'est le CIV OTP 0073 11 12, document confidentiel. Et Madame le témoin, je vais vous remettre un classeur avec toutes les différentes pièces et ce sera l'onglet 28. D'accord? Alors je vais demander une dernière fois à l'huissier d'audience de bien vouloir remettre un classeur au témoin dans lequel il y aura toutes les pièces et rapports dont on va discuter.
Alors, c'est l'onglet 28, hein, Madame le témoin du classeur. D'accord. Et à la page 114, vous dites, et je cite, « Un éclat métallique à type plomb, à confirmer par l'expertise balistique, a été extrait des plaies à type de criblage situées sur la face antérieure du tiers inférieur de la cuisse droite, juste au-dessus du genou droit. Il est joint à ce rapport. » Alors, est-ce que l'on doit comprendre que l'éclat métallique a été joint à votre rapport? Tout à fait. D'accord. Et donc, il est où aujourd'hui cet éclat métallique qui a été joint au rapport? Je ne saurais vous dire. Il a été remis aux personnes, à l'autorité mandante qui a réclamé les rapports. D'accord. Alors, vous avez conservé une copie des rapports des rapports médico-légaux que vous avez rédigés? Oui, Mais vous avez remis tous les originaux avec, par exemple, des fragments annexés au procureur de la République d'Abidjan, c'est ça? oui, à la personne qui était venue récupérer de la part. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez qui était cette personne? Je ne saurais vous le dire, mais en tout cas, tout ce qu'on remettait était signé, listé et signé, et pour que la personne qui recevait cela soit identifiée. Je ne saurais vous dire qui était cette personne, puisque je n'ai pas le listing devant moi. D'accord. Et ce listing, où il y a donc, si je comprends bien, une décharge qui est faite quand la personne vient récupérer les rapports médico-légaux, où est-ce qu'il est aujourd'hui, ce listing? Ce listing est en notre possession, également en possession de la personne qui venait réclamer. D'accord. Et juste pour préciser, quand vous dites c'est en votre possession, vous voulez dire que c'est à l'Institut médico-légal, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors, toujours concernant les prélèvements, vous dites lors de votre audition devant la cour d'assises d'Abidjan, en tout cas il est noté que vous avez dit, plus exactement, devant la cour d'assises d'Abidjan le 9 novembre 2016, et c'est le CIV OTP 01010738, page 0744 et 0745. Pour vous, madame, c'est l'onglet 187 de votre classeur. Et donc, à la page 0744-0745, vous dites « Nous n'avons pas prélevé d'échantillons biologiques parce que cela n'était pas nécessaire. Les corps étaient en état de putréfaction. » Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça, madame le témoin? Excusez-moi, vous pouvez m'indiquer la page? Oui, alors comme c'est à la fin de la page, c'est la page 0744 et ça se poursuit page 0745. Ok. Recette 44, et à quel paragraphe, s'il vous plaît? C'est en haut de la page qui est affichée à l'écran, si c'est oui. plus facile. Okay. Alors, je répète, je lis le document, vous dites « Nous n'avons pas prélevé d'échantillons biologiques parce que cela n'était pas nécessaire, les corps étaient en état de putréfaction. » Est-ce que c'est correct? En effet, c'est correct pour ce qui concerne les tissus mous. Pour ce qui concerne les tissus mous, c'est correct. D'accord. Alors, merci de cette précision. Est-ce que ça veut dire que vous avez prélevé des échantillons biologiques dans un autre cadre?
En effet, quand ça nous avait été demandé, dans le cadre des exhumations, certaines exhumations des échantillons osseux biologiques ont été prélevés et des dents également. D'accord. Très bien, Madame le témoin. Alors, lors de l'audience de mercredi dernier, je vous avais indiqué qu'en l'état actuel de nos calculs, et c'est à la page 105, lignes 10 et 11 des transcrits de mercredi, ce n'est pas un document que vous avez, c'est les transcriptions de ce qui s'est passé ici, Madame le témoin. Je vous avais précisé donc que nos calculs n'étaient pas encore terminés, mais quelle analyse des rapports d'examen externes qui nous ont été communiqués par le bureau du procureur, 65 examens externes auraient été effectués le 5 juillet 2011. Alors nous avons depuis lors fini de vérifier les rapports et il ressort de nos calculs définitifs que vous aurez pratiqué non pas 65, mais 147 examens externes seulement le jour exact du 5 juillet 2011. Et Monsieur le Président, nous avons préparé une liste avec tous les numéros ERN qui correspondent aux rapports médico-légaux portant sur un examen médical effectué le 5 juillet 2011. Alors nous avons des copies papier de cette liste qui peut être communiquée éventuellement aux juges et aux parties pour qu'ils puissent voir toutes les pièces. Et si les parties et les juges sont d'accord, nous pouvons laisser un classeur avec toutes ces 147 pièces aux témoins, qu'elle pourrait peut-être regarder tranquillement et authentifier chaque pièce en disant que c'est bien elle qui a signé le rapport, mettre OK manuscritement sur chaque rapport pour dire que c'est bien elle qui l'a signé. Et ensuite, nous pourrions peut-être soumettre ce classeur au dossier, annoté par le témoin. Comme ça, nous gagnerons du temps et nous ne serons pas obligés de faire authentifier ces 147 rapports par le témoin. Et donc je reprends, nous pourrions remettre donc ce classeur au témoin, qu'elle annote manuscritement OK, c'est validé. Et comme ça... No, you don't have to do that. Vous n'avez pas à faire cela. Vous n'avez pas à faire cela. Le classeur et nous allons les faire tous authentifier par le témoin en audience. Alors, pour cela, Madame le témoin, je vais vous remettre un autre classeur avec les 147 rapports. Je vais vous demander de les regarder. Je vais citer le numéro RN pour la Cour et vous pouvez nous dire si c'est bien vous qui avez rédigé ce rapport. Si c'est bien. But not 140. Pas les 147 quand même, hein. Pas les 147 ERN. Pardon, Yes. monsieur, je vais peut-être No, un peu but trop vite. Une minute. Vous avez dit que vous voulez lire les cotes ERN dans le dossier et qu'il y en a 147. C'est ce que vous avez dit. Alors, si j'ai bien compris, comme vous ne souhaitez pas qu'on remette le classeur pour authentification aux témoins des 147 rapports, comme nous souhaitons les soumettre, les 147... No, I don't. Yeah, okay. Please. Bien. Allez-y. Comme nous souhaitons soumettre les 147 rapports qui indiquent que que l'examen médico-légal a été effectué le 5 juillet 2011, soit nous remettons un classeur au témoin qu'elle a le temps de regarder et de valider chaque pièce et que ce soit soumis au dossier puisque nous souhaitons que les rapports soient soumis, soit nous nous voyons obligés de citer les ERN et de regarder chacun des 147 rapports avec le témoin pour les soumettre, puisque nous souhaitons évidemment que ces rapports soient soumis par le biais de ce témoin. Well, no, obviously, option one. Bon, option 1. Sinon, on en a pour la semaine prochaine, hein, jusqu'à la semaine prochaine. Mais précédemment, par la traduction, j'ai entendu dire que vous vouliez lire au compte-rendu toutes les cotes ERN. Remettre le classeur au témoin, qu'elle puisse valider les 147 rapports. Okay. No, okay. D'accord. Très bien, compris. 7 rapports. And by the way, this can be done. Et ça peut être fait pendant la pause, d'ailleurs. Alors, Madame le témoin,
On va vous laisser le classeur et comme l'a indiqué le juge président, pendant la pause, vous pourrez regarder ces 147 rapports si c'est bien vos rapports et ils seront soumis au dossier de l'affaire. D'accord? D'accord. Très bien. Et évidemment, quand vous regarderez les 147 rapports, est-ce que vous pouvez mettre un petit OK pour nous dire que vous l'avez bien regardé et authentifier votre signature parce que sinon, évidemment, on ne sait pas que vous les avez bien vus. Alors, donc, je reviens quand même à ma question sur ces 147 rapports qui indiquent que 147 examens externes ont été pratiqués le 5 juillet 2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible? En effet, c'est tout à fait possible, puisque ce jour-là, je pense qu'à cette période, nous nous rendions sur les lieux, dans les morgues. Donc, on perdait déjà moins de temps. Le fait que les corps soient acheminés à l'Institut. C'était au moment où on se rendait sur les lieux. Donc, pour 3 médecins qui examinent chacun un corps dans une grande salle, c'est tout à fait possible que 3 puissent examiner à peu près 50 corps pour la journée. Et ils reprenaient. Donc, comme on travaillait, c'était tout à fait possible de le faire. La méthode que nous avions mise en place pour aller rapidement, nous commencions très tôt et nous finissions très tard. Alors, Madame le témoin, vous nous avez dit que vous étiez 4 médecins légistes et que vous travailliez en binôme. Donc, si je comprends bien, quand vous alliez dans les morgues, vous venez nous parler de 3 médecins. Ces 3 médecins ne travaillaient pas en binôme. Le binôme, c'était moi, puisque j'ai signé tous les rapports. D'accord. Donc, vous avez examiné les 147 corps. Effectivement. Quand l'inventaire est fait, qu'on trouvait une lésion, je passais, non seulement je faisais l'identification, comme ça avait été fait, qu'il y avait bien une concordance, on gagnait du temps comme ça. Et ensuite, il y avait une lésion, on la regardait ensemble, et même parfois les autres venaient à côté, on partageait nos constatations, et on retenait ce qu'on pouvait retenir. C'était une façon de travailler vite, et de façon consciencieuse également. D'accord, Madame le témoin. Si vous passez à peu près 5-10 minutes sur chaque corps, ça fait, disons, 15 minutes maximum. Ça fait qu'il faudrait 36 heures pour décrire le corps, enlever les vêtements et faire les différents actes que vous avez décrits à l'instant. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est toujours votre position que tous les 147 corps ont été vus le 5 juillet 2011 et examinés par vous? C'est vous qui déterminez le temps que l'on passe sur chaque corps. Nous savons quel temps nous avons passé sur chaque corps. Nous connaissons l'état des corps. Ils n'étaient pas forcément tous vêtus. Et nous avons travaillé de cette façon et ça nous permettait d'avoir le temps de regarder, d'examiner les corps. Madame Naouri, we haven't far that. Maître Naouri, nous avons bien compris. On a bien compris que vous ne croyez pas à ce qui est écrit sur ces rapports. Le témoin nous donne sa version et son explication, et je pense qu'on peut poursuivre. Sorry, if we could pop. Monsieur Garcia, excusez-moi.
Est-ce que nous pourrions avoir une liste de ces documents? Monsieur le Président, je crois comprendre que le Conseil de la Défense nous avait indiqué qu'elle allait nous fournir une liste par voie électronique. Ce serait préférable. Le Président des 146, c'est cela? Monsieur, ça c'est exact. Alors maintenant qu'on a parlé des examens externes, Madame le témoin, je voudrais parler des autopsies. Alors c'est bien vous qui avez réalisé les 50 autopsies que vous mentionnez dans votre rapport circonstancié? Effectivement. Et qui d'autre était présent lorsque vous réalisiez ces autopsies? Mes collègues étaient là, la police scientifique. Enfin, c'est indiqué, je pense, dans chaque rapport d'autopsie qui était présent. D'accord. Alors, ma question, c'est quel était le rôle de la police technique et scientifique lorsque vous pratiquiez une autopsie? Je pense qu'ils savent mieux que moi leur rôle, qu'ils seront à même de vous le dire. D'accord, mais est-ce que vous vous communiquiez avec eux pendant l'autopsie? Évidemment. Notamment quand nous voyions une lésion pertinente, ils pouvaient la photographier de A à Z, les vêtements également, le corps en entier. D'accord. Et est-ce que vous disposiez du matériel nécessaire, enfin que vous considériez nécessaire pour pratiquer l'autopsie dans les meilleures conditions? Oui. L'Institut de médecine légale est très bien outillé pour justement réaliser ces autopsies médico-légales. D'accord. Et quand vous effectuez des prélèvements, est-ce que c'est les mêmes prélèvements dont nous avons discuté pour l'examen externe ou il y avait des prélèvements supplémentaires? Il y avait des prélèvements supplémentaires pour certains corps, notamment, quand ça s'avérait nécessaire et quand, mes souvenirs sont bons, les autopsies ont été faites dans le premier temps, donc les corps étaient relativement bien conservés, donc des prélèvements avaient été possibles pour certains corps. D'accord. Quand vous dites dans un premier temps, vous voulez dire la première réquisition? Oui. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la méthodologie que vous avez utilisée pour arriver aux conclusions du rapport circonstancié, d'accord? Et je vous laisse reprendre le rapport circonstancié. Et donc à la page 0046 de votre rapport circonstancié, il y a une partie qui concerne l'établissement du sexe. Alors ma question, c'est de savoir quel protocole vous utilisiez ou quelle méthode pour déterminer le sexe sur des corps en état de putréfaction très avancé. L'état de putréfaction très avancé permettait également, n'empêchait pas de voir le sexe quand on pouvait le voir, le sexe de la personne, sur les organes génitaux notamment. Et puis, quand on ne pouvait avoir accès aux ossements, parfois le crâne était dénudé, on utilisait les reconnaissances anthropologiques
et ou le bassin également, quand on avait accès au bassin, pour reconnaître également le sexe de la victime. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez demandé à ce que des tests ADN soient pratiqués pour justement déterminer le sexe quand ce n'était pas possible par les moyens que vous venez de nous décrire? Nous n'avons pas demandé ces tests d'ADN puisque nous y arrivons, mais certains tests d'ADN ont été demandés pour le faire parce que nous n'avions pas accès aux examens d'ADN biologie, de biologie moléculaire, en fait, je veux dire. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que vous avez procédé, vous, dans vos examens à vous, en 2011, parce que là, je suis en 2011, à des tests d'ADN pour établir le sexe? Non, en 2011, nous n'avons pas procédé à des prélèvements d'ADN pour la détermination de l'ADN, notamment. D'accord. Alors, à la page 0047, donc la page suivante, vous parlez de l'établissement de l'âge. Alors, ma question, comment avez-vous fait pour établir l'âge sur des corps en état de putréfaction avancée? Nous avons, comme nous le notions, établi l'âge pour les personnes identifiées, les cas de corps identifiés. L'âge qui nous avait été identifié, nous avons relevé l'âge au moment où nous avons reçu les familles. Ça faisait partie des informations que nous recueillions lors de la réception donc, des familles pour les personnes identifiées. D'accord, donc les conclusions sur l'âge ne sont pas basées sur des examens médico-légaux quelconques? Non, non, non. D'accord. Alors, toujours dans votre rapport circonstancié, donc page 0047, vous parlez des nationalités et des ethnies des différents corps. Comment avez-vous procédé pour établir la nationalité et ou l'ethnie des corps? Eh bien, cela faisait partie des informations que nous recueillions également quand nous recevions les familles. Nous l'avions mentionné au départ que ces informations étaient recueillies quand nous recevions les familles. D'accord. Alors, lors de l'audition devant la cour d'assises d'Abidjan le 9 novembre 2016, et donc c'est l'onglet 187 de votre classeur, CIV OTP 0101 07 38, page 07 39. Alors, à la page 0739, il est indiqué, en réponse à la question, avez-vous déterminé l'appartenance ethnique des corps? Sur le plan épidémiologique, nous avons pu déterminer l'appartenance ethnique, soit par les parents, soit les répartitions selon le sexe et l'âge. Alors, est-ce que ce qui est... Pardon, madame le témoin? Moi, je cherchais, je suis bien à la page 0739. Je cherchais la partie, vous le disiez, la partie que vous avez lue, s'il vous plaît. Alors, pour vous aider, pour le coup, c'était plus facile de regarder à l'écran puisque ça s'affiche à l'écran. Non, ça ne s'affiche pas, justement. Ah bon? Peut-être vous êtes sur la mauvaise chaîne, c'est Evidence 1 et pas Evidence 2. Vous avez un petit tableau devant vous, là où il y a les micros? Ben, je ne sais pas le faire. On va venir vous aider, madame le témoin. Merci.
Voilà. Alors, c'est plus facile de suivre ainsi. Voilà. Alors, donc maintenant que vous voyez l'extrait que je viens de lire, est-ce que c'est correct? Il y a des nuances. Je ne sais pas si ça a été rapporté de la même façon, C'est pour ça mais qu'on voilà. préciser, c'est pour ça, Madame le témoin, qu'on vous pose la question. C'était au plan épidémiologique. C'est pas pareil que sur le plan OPL. C'est-à-dire que c'est un volet, c'est un paragraphe qui concerne l'épidémiologie. Donc, épidémiologie, ce sont des données épidémiologiques. Pour ce qui concerne l'appartenance ethnique et également le sexe, l'âge. Ce sont des données épidémiologiques. Donc, c'est le chapitre données épidémiologiques. Il ne s'agit pas de la manière dont ces données ont été obtenues. Il s'agit de les regrouper dans un paragraphe, ces données que nous apportions. D'accord. C'est très clair et merci de cette précision, Madame le témoin. Donc, quand vous tirez certaines conclusions dans votre rapport circonstancié qui sont fondées sur la nationalité ou l'appartenance ethnique, ces conclusions pourraient en réalité être faussées puisque c'est basé sur des informations qui vous ont été communiquées par des tiers et qui ne sont pas des conclusions médicales. C'est une question. C'est une question, oui. Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Alors, dans votre rapport, il y a des tableaux qui recoupent des informations. D'accord? Et il y a certains tableaux qui sont fondés sur la nationalité ou l'appartenance ethnique. On est d'accord, Madame le témoin? Oui. Très bien. Alors, quand vous recoupez ces informations, il est possible que ces recoupements et les données que vous en tirez soient faux, puisque vous vous êtes fondé sur les dires des familles et non pas sur des éléments scientifiques, pas sur vos analyses. Vous n'êtes pas fondé sur le résultat d'opérations thanatologiques, par exemple, qui est le cadre de votre expertise. Est-ce que je comprends bien? Oui, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Je pense que nous avons eu l'honnêteté de dire que nous avons obtenu ces informations à partir des familles. Donc, ce sont des informations, même en épidémiologie, quand on veut étudier une population, on distribue des questionnaires et ce sont des personnes qui remplissent ces questionnaires-là. Donc, c'est de la même manière, quand on a posé les questions, nous avons obtenu des réponses des familles, nous l'avons dit, et ce sont des résultats que nous avons rapportés au chapitre épidémiologique. Donc, s'ils sont faussés ou pas, ce ne serait pas de notre fait. Nous rapportons des informations que nous avons obtenues à partir de l'interrogatoire des familles. Merci, Madame le témoin, c'est très clair. Alors, je voudrais revenir sur la date du décès, d'accord, d'un corps que vous avez examiné, que vous auriez examiné. Comment déterminez-vous la date du décès d'un corps en état de putréfaction avancée? Là également, il s'agit de date de décès et non de période de décès. Il s'agit de date de décès. Donc, ces dates ont été recueillies dans le dossier morgue et correspondaient aux dates d'entrée ou récupérées sur tous les renseignements, tous les éléments qui figuraient dans le dossier morgue. Et également recueillis auprès des familles quand elles pouvaient nous le dire. Autrement, ces dates ont été recueillies à partir du dossier morgue. D'accord. Et est-ce que vous, lors de votre examen externe ou de votre autopsie,
vous avez procédé à des opérations thanatologiques, par exemple, pour essayer d'évaluer quelle aurait été la date réelle du décès et non la date indiquée dans le dossier morgue. Non, nous n'avons pas procédé à des examens pour retrouver la date du dossier, la date des décès, parce que nous avions fait que des constatations externes à ce moment-là. Et lors des autopsies? Lors des autopsies, il ne nous a pas été demandé de déterminer la date des décès également de ces cadavres. D'accord. Donc, dans les corps que vous avez soit examinés, soit autopsiés, il est tout à fait possible que la date de décès soit avant la crise post-électorale. Je ne saurais vous le dire. Nous avons reçu une réquisition qui nous disait, c'est bien mentionné dans les réquisitions, qui nous demandait de faire des autopsies ou des examens de ces corps et que ces corps étaient logés dans certaines morgues et dans les mêmes réquisitions, il était demandé aux responsables des morgues de mettre ces corps à notre disposition pour que nous puissions travailler sur ces corps. D'accord. Alors, quand vous travaillez sur ces corps, justement, est-ce qu'il vous a été possible, sur la base d'examens médico-légaux, d'établir les circonstances de la mort? Établir les circonstances de la mort, pour nous, en médecine légale, c'est d'apporter des éléments à partir de notre examen, à partir de l'autopsie ou de l'examen externe peut-être, mais plus davantage de l'autopsie. Les circonstances, c'est apporter des éléments qui participent à la détermination de ces circonstances. Mais la médecine légale seule ne peut pas, c'est un faisceau d'arguments qui provient de différentes expertises qui peut apporter ces éléments. Nous avons apporté des éléments de réponse sur les circonstances de décès pour certains quand on avait pu le faire. D'accord, madame le témoin. Alors, je voudrais revenir justement, vous venez de nous expliquer que vous aviez obtenu des informations par le biais des familles des témoins. Alors, je voudrais revenir sur comment se déroulaient ces rencontres avec les familles. Alors, ma première question est tout simplement, où est-ce que vous rencontriez ces familles? Ces familles étaient rencontrées au sein de l'Institut de médecine légale. D'accord. Et comment étaient organisées ces rencontres? Nous recevions ces familles, en tout cas les membres, une à une, pas à plusieurs, une à une, puisque c'était bien après toutes les périodes des examens. Nous rencontrions ces familles, nous les recevions une par une, et 2 ou 3 médecins étaient présents dans notre salle de réunion pour recevoir ces familles et les écouter avant de délivrer les certificats de décès. D'accord. Et
est-ce que les familles devaient prendre rendez-vous ou elles se présentaient spontanément? Non, elle ne prenait pas rendez-vous, elle pouvait se présenter spontanément. Nous avions fait à cette époque un effort quand même pour les recevoir, pour les contenter. D'accord. Et donc, quand les familles se présentaient, 2 ou 3 médecins légistes les rencontraient, c'est ça ce que vous nous dites? Ensemble. D'accord. Et combien de temps duraient ces rencontres? Je ne peux pas vous le dire, c'était assez variable. Est-ce que ces rencontres avaient lieu, en moyenne, hein, avant ou après votre examen externe? C'est bien après les examens externes qu'on a eu l'autorisation de recevoir les familles pour délivrer les certificats de décès, puisque ces rencontres se sont faites à l'occasion de la délivrance des certificats de décès. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous complétiez les fiches manuscrites, hein, d'examen externe en fonction de ce que vous avez dit les familles. Exactement. D'accord. Donc, une fois que vous avez rencontré les familles, vous retourniez à vos dossiers, en quelque sorte, pour les compléter, les fiches manuscrites? Ah non, pas du tout, puisque nous n'avions pas le souvenir, il y avait tellement de corps. Vous avez vu 789. Donc, quand une famille se présentait, nous présentait le numéro de morgue, nous cherchions dans notre base de données, et dans notre registre d'ailleurs, parce que nous faisions cette comparaison, et nous ressortions la fiche, exactement la fiche, et si les données avaient été rentrées également sur le plan numérique, nous également, nous avions nos données numériques, nos données sur la fiche que nous complétions à ce moment-là. D'accord. Quand vous dites que vous complétiez en fonction des informations qui vous donnaient les familles. Tout à fait. Et est-ce que vous vérifiez les informations que vous donnez les familles? Ce n'était pas notre rôle de vérifier ces informations et nous n'avions pas le temps de le faire de toute façon. D'accord. Et concernant l'identification des corps, est-ce que les familles ont identifié des corps en votre présence? À quel moment? Si une famille se présente spontanément et que vous êtes en train d'examiner, par exemple, le corps, est-ce que vous lui demandez de procéder à à une identification visuelle, puisque vous nous avez parlé d'identification visuelle? Est-ce que vous-même, vous avez fait procéder à ces identifications visuelles par la famille ou les proches? En temps normal ou pendant cette période? Les deux. Je vous ai répondu hier, je pense qu'en temps normal, ce que nous faisons, quand nous avons une autopsie à faire ou un examen de corps, les familles viennent, identifient, et ensuite nous pouvons travailler. Comme ça, nous sommes sûrs qu'il s'agit bien de la même personne, de la bonne personne en fait. Pendant cette période, nous n'avons pas reçu de famille au moment où nous étions en train de faire les examens de corps. Les corps avaient été mis à notre disposition pour les actes médico-légaux qui étaient posés. Et c'est bien après que nous avions reçu les familles. Donc, nous n'étions pas en possession de ces corps pour pouvoir les faire identifier, notamment par la famille qui se présentait devant nous.
Madame le témoin, donc vous, personnellement, vous n'avez pas fait d'acte ou d'opération thanatologique pour identifier les corps que vous examiniez? Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait d'acte anatologique pour identifier les corps. Nous avons fait des prélèvements pour des études de biologie moléculaire à la recherche de l'étude de l'ADN sur certains corps où nous avait été demandé explicitement de le faire. D'accord. Et donc vous, concernant donc les deux réquisitions dont du procureur de la République d'Abidjan, pour tous ces corps-là, l'identification, en réalité, n'a pas été faite par vous. Non, l'identification n'a pas été faite par nous. D'accord. Alors, Madame le témoin, tous les rapports médico-légaux que vous avez rédigés et les rapports d'autopsie devaient être communiqués au procureur de la République d'Abidjan, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que toutes les fiches d'examen manuscrites ont été communiquées au procureur de la République d'Abidjan? Non, il s'agissait de notes personnelles, je le dis encore, qu'un médecin a le droit d'avoir des notes personnelles. Donc ces notes personnelles n'étaient pas communiquées. D'accord. Et est-ce que vous avez communiqué vos registres au bureau du procureur de la République d'Abidjan? Nos registres n'ont pas été non plus communiqués au bureau du procureur d'Abidjan. D'accord. Alors, le procureur de la République, justement pas le procureur de la République, le procureur de la Cour pénale internationale s'est vu transmettre par le ministère de la Justice une partie de vos registres. Alors, comment le ministère de la Justice aurait-il pu avoir accès à ces registres? Vous parlez d'une partie. Vous avez demandé si notre registre a été communiqué. Le registre n'a pas été communiqué. Une partie, effectivement, nous a été demandée à être communiquée. De même qu'une partie des fiches d'examen externe, mais pas toutes les fiches d'examen externe n'étaient pas systématiquement accompagnées des rapports médico-légaux. D'accord, alors merci pour cette clarification. Quel était le critère à ce moment-là pour communiquer ou pas au procureur de la République d'Abidjan des rapports ou des fiches ou des parties du registre? Quels étaient les critères? Nous n'avions pas défini les critères, ce n'était pas nous qui les définissions. Cette demande a été faite par écrit avec la liste des fiches à communiquer et c'est ce que nous avons fait. Quand vous dites la liste des fiches à communiquer, c'est-à-dire qu'il y avait des noms? Effectivement. Et est-ce que vous avez communiqué des fiches de personnes non reconnues, non identifiées? Non. Il s'agissait de personnes identifiées ou de personnes identifiées secondairement. D'accord. Et ces demandes de communication de fiches nominatives, vous en avez gardé une copie? Certainement. D'accord. Donc, ces demandes sont archivées, a priori, à l'Institut de médecine légale? Oui, oui, en effet. D'accord. Et la demande de vous communiquer donc des fiches, les fiches manuscrites et ou des parties du registre ont été faites par qui exactement, Madame le témoin? Vous nous avez dit cette demande a été faite. Par qui a-t-elle été faite?
faudrait que j'ai la demande devant moi. Je ne l'ai pas, mais en tout cas, cette demande a été faite par nos autorités D'accord, par les autorités ivoiriennes. judiciaires, oui. Judiciaires. D'accord, très bien. Alors, je voudrais revenir rapidement à la rédaction de votre rapport circonstancié. Alors, quel était le rôle de vos collaborateurs concernant la rédaction de ce rapport ? Ils ont eu le même rôle que moi en tant que médecin légiste, donc à faire des croisements, à bien vérifier qu'on avait bien relaté les choses telles qu'elles s'étaient passées, à faire également des études épidémiologiques, des tableaux, des croisements à partir de notre base de données pour avoir une vue synoptique du travail qui avait été fait. D'accord. Et justement, quelle était la méthodologie employée pour élaborer ces tableaux que vous avez présentés dans le rapport circonstancié ? Il s'agissait de méthodologie épidémiologique, de relever les données, de les regrouper. Et c'était des méthodologies de santé publique et épidémiologiques qui ont été utilisées. D'accord. Est-ce que vous étiez en contact avec le procureur de la République d'Abidjan lors de la rédaction de ce rapport circonstancié ? Absolument pas. En fait, nous avons voulu faire ce rapport avant de pouvoir donner les fiches pour avoir déjà une idée du travail qui a été amassé. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé des logiciels particuliers dans l'établissement des tableaux, le recoupement des données ? Certainement. Certainement. Lesquels ? Oh, je ne saurais vous le dire pour un moment précis, mais nous sommes universitaires, donc nous rédigeons des thèses, nous corrigeons des thèses avec des étudiants, donc c'est cette même méthodologie que nous avons utilisée comme si nous faisions une étude, une thèse, un mémoire. D'accord. Et combien de temps avez-vous mis pour le rédiger, ce rapport circonstancié ? Je ne saurais vous le dire. Je saurais vous le dire. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez commencé la rédaction du rapport, à peu près ? C'est après qu'on ait fini le travail, après qu'on ait fini, qu'on ait achevé tous les examens médico-légaux qui nous avaient été confiés à l'époque. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir tamponné et signé ce rapport ? Parce que j'estimais que c'était quelque chose qui n'était pas définitif. C'était une partie du travail qui avait été fait. Et donc, je l'ai mentionné, ce rapport tient compte des informations recueillies auprès des proches jusqu'à ce jour, le jour du 21 avril 2012. Voilà. D'accord. Est-ce que vous l'avez complété par la suite, comme ce n'était pas définitif ? Non, à partir du moment où chaque fiche, on pourrait le faire, chaque fiche, tous les rapports avaient été donnés. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez remis officiellement aux autorités ivoiriennes, notamment au procureur de la République d'Abidjan ? Non, je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une trace écrite, une décharge, quelque chose qui nous permettrait de retrouver cette information ? Peut-être, je verrai. D'accord. Alors, je voudrais revenir maintenant sur les certificats de décès que vous avez établis. Et avant de parler d'un exemple particulier, est-ce que vous pouvez nous expliquer
rapidement, quelle est la forme habituelle d'un certificat de décès? Quelles sont les informations qu'un certificat de décès doit contenir? D'abord, en ce qui concerne notre pays, 3 formulaires sont donnés, notamment par nous, la médecine légale. Un procès-verbal de constatation, un certificat médical et un certificat de non-contagion, qui sont les documents qui sont demandés par l'état civil pour permettre l'inhumation d'un corps. Donc, le procès-verbal, nous avons constaté que la personne est décédée. Le certificat médical qui indique également le nom, la date, éventuellement le lieu de décès et le jour où il est délivré. Et le certificat de non-contagion qui indique que, elle n'est pas atteinte de maladies contagieuses, donc elle peut être transportée pour une inhumation. D'accord. Alors, est-ce qu'il est habituel que la cause du décès soit indiquée sur un certificat de décès? Non. Pour ce qui concerne, en tout cas, la médecine légale, nous n'indiquons pas la cause du décès. Alors, est-ce que vous transmettiez certificat de décès, procès-verbal de constatation de décès et certificat de non-contagion aux morgues privées une fois les avoir établis? Non. Nous le remettions à la personne qui venait prendre ces certificats et qui nous déclinait son identité, son lien avec la personne, et c'est comme ça que nous procédions. D'accord. Et plus particulièrement concernant le certificat de non-contagion, est-ce que vous aviez procédé à des prélèvements pour faire justement un bilan épidémiologique pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque de contagion? On n'avait pas besoin de faire un bilan. C'est un document qui est donné habituellement. Et là, on n'avait pas besoin de faire un bilan pour voir qu'il n'y avait pas de risque de contagion. D'accord. Alors, je voudrais passer à un autre point, Madame le témoin, qui est votre collaboration avec le procureur de la CPI cette fois-ci, d'accord? Alors, est-ce que vous vous souvenez depuis quand vous avez collaboré avec le procureur de la Cour pénale internationale? Peut-être qu'il faudrait me rafraîchir la mémoire, mais je n'ai pas collaboré directement comme ça avec lui. D'accord. Alors, en effet, pour vous rafraîchir la mémoire, le représentant de l'accusation vous a montré, lors de l'audience de mercredi, votre lettre de mission pour la mission de janvier 2015. Donc, ce sont les transcrits français à la page 31 de la ligne 20 à la page 32, ligne 8. Alors, est-ce qu'avant cette lettre de mission, vous aviez déjà été en contact avec des représentants du bureau du procureur? Est-ce qu'avant de recevoir cette première lettre de mission, vous aviez déjà été en contact avec des gens, des enquêteurs, par exemple, de la Cour pénale internationale? La lettre date de quand, s'il vous plaît? Alors, je vais vérifier, c'est janvier 2015, je vais regarder exactement. Le document, c'est le CIV OTP 0077 0049. Et ce sera l'onglet 43 du classeur que vous avez devant vous. Et vous verrez la date exacte, c'est le 9 janvier 2015.
Alors, je repose ma question, est-ce qu'avant d'avoir reçu cette lettre de mission, vous aviez déjà été en contact avec des enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Je ne saurais vous le dire, parce que cette date est bien précise, mais je ne saurais vous le dire si j'ai été en contact ou pas avec, en fonction de cette date. Je ne saurais vous le dire, je n'ai pas souvenir précis. D'accord. D'accord, Madame le témoin. Et est-ce que vous vous souvenez si vous avez reçu une lettre pour la deuxième mission que vous avez effectuée au mois de mai 2015? Alors, je n'ai pas de document à vous montrer puisque justement, nous ne disposons pas de lettre de mission pour cette mission. Vous avez exhumé autopsié des corps qui étaient présentés comme étant peut-être des corps des femmes qui auraient participé à la marche des femmes. Donc, lors de cette mission de mai 2015, est-ce que vous avez reçu une lettre de mission spécifique, particulière du bureau du procureur, de la CPI, bien évidemment? Je ne saurais vous dire si j'ai reçu d'aide spécifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je fais est en accord avec l'autorisation, une demande de mes autorités, des autorités de mon pays. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce sont les autorités ivoiriennes qui vous ont mis en contact avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Pas forcément. Je pense qu'il y a des accords de coopération qui se font et puis nous exécutons. D'accord. Mais dans ce cas-là, comment avez-vous obtenu l'autorisation du procureur de la République d'Abidjan pour collaborer justement avec les enquêteurs de la Cour pénale internationale? Par courrier, certainement. C'est par courrier puisque ça reste que nous avons eu cette autorisation. D'accord. Donc, le procureur de la République d'Abidjan vous autorise à collaborer, à collaborer avec les enquêteurs du bureau du procureur de la CPI. Mais ma question demeure, est-ce que vous vous souvenez, à ce moment-là, qui vous a mis en contact pour travailler avec les enquêteurs du bureau du procureur? Mes autorités judiciaires, mais dire la personne même, puisque c'était avec elle que nous travaillions. Les autorités judiciaires, c'est très clair. Merci, oui. Madame le témoin. Alors, est-ce que lors justement de vos différentes missions avec les enquêteurs du bureau du procureur, enfin, vous n'avez pas une mission avec les enquêteurs du bureau du procureur, je vais reformuler, à la demande des enquêteurs du bureau du procureur, ils vous ont demandé de leur communiquer des documents médicaux que vous avez rédigés? Oui, cette demande est venue de nos autorités. Nous avons communiqué au bureau du procureur, mais en présence de nos autorités, si ça a été fait pour certains ou à travers eux-mêmes. D'accord. Alors, je voudrais revenir à cette première lettre de mission dont nous venons de parler du 9 janvier 2015. Alors, cette lettre de mission, et c'est le CIV OTP 0077 0049, est adressée à vous et John Clark. Alors, ma question, est-ce que vous avez eu des contacts avec John Clark avant d'accepter la mission? Je ne pense pas avoir eu
de contact avec, c'est à l'occasion de ces missions que nous sommes entrés en contact. D'accord. Alors, lors de cette première mission, vous avez autopsié 10 corps avec John Clark. Où est-ce que vous avez autopsié les corps? Ces autopsies ont été faites au sein de l'Institut de médecine légale. Et qui est-ce qui pratiquait les autopsies? Tous les deux, docteur John Clark et moi-même. D'accord, donc tous les deux, vous avez participé physiquement, pratiquement parlant, à l'autopsie, c'est bien ça? Tout à fait. Et pendant ces autopsies, dans quelle langue communiquiez-vous avec John Clark? En anglais, en français, pour avoir de meilleurs échanges. D'accord, Madame le témoin. Alors, est-ce que John Clark pouvait s'exprimer en français sur des questions médico-légales? Je ne saurais vraiment, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas s'il pouvait s'exprimer en français ou en anglais, mais en tout cas, nous avons travaillé ensemble. D'accord. Et vous, votre niveau d'anglais, Madame le témoin, est suffisant pour vous exprimer sur des questions aussi médico-légales? Oui, j'estime que l'anglais médical est pas très compliqué. La conversation peut-être un peu, mais l'anglais médical à la lecture n'est pas... Pour ce qui me concerne. Alors, Madame le témoin, vous avez rédigé ce qu'on appelle ici, je vais le traduire par rapport général, un overall report. Je vais vous donner le RN dans un instant, avec John Clark. Alors, ce rapport est rédigé en anglais. Ma question, c'est est-ce que l'on vous a communiqué une version française de ce rapport général, dont le RN est le CIV OTP 0077 0002. Onglet 32, Madame le témoin. Oui. Non, je n'ai pas eu de rapport traduit de traduction de ce rapport global. D'accord. Et est-ce que vous avez communiqué des notes personnelles à John Clark avant que ce rapport soit rédigé? Puisque j'y participais, notamment aussi à ces étapes-là, j'avais moi-même fait mon rapport pour me remémorer et ça correspondait. Donc, nous avons communiqué, en effet, et pour justement à la fin même, à la fin de l'opération, comme on l'a fait pour tous les autres cas, nous avons eu des séances de travail pour récapituler dans notre salle de réunion. D'accord. Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail maintenant des personnes que vous avez autopsiées en binôme avec John Clark. Et pour ça, je vais vous remettre un autre classeur, si vous le voulez bien, Madame le témoin, puisqu'on va prendre les documents en ordre chronologique qu'il y a dans cet autre classeur, et ce sera plus facile. Donc si Madame l'huissier d'audience veut bien avoir la gentillesse de communiquer ce classeur au témoin. Alors, donc dans ce classeur, Madame le témoin,
On va prendre les documents dans l'ordre dans lequel ils sont organisés, d'accord? Alors, donc, le premier document est un rapport médico-légal qui porte le numéro CIV OTP 0073 11 15, onglet 29 de notre liste de notification. Et à la page 11-18, pardon, il y a 2 signatures et un tampon. Est-ce que vous voyez le document, Madame le témoin? Oui. D'accord. Alors, là, c'est ce rapport, il est signé par 2 personnes puisque vous travaillez toujours en dualité, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, on peut passer au prochain document. Et c'est un rapport médico-légal qui vous a aussi été présenté par le représentant du bureau du procureur, CIV OTP 0073 11 19 R01, onglet 30 de notre liste de notifications. Et on voit à la dernière page, la page 11-21, que vous avez signé le rapport toute seule. Alors, comme vous nous avez bien expliqué que tous les actes avaient été effectués en binôme, comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul signataire de ce rapport médico-légal? Le seul élément de réponse que je peux apporter à ce moment-là, il faudrait peut-être que je vois la fiche d'examen. La fiche d'examen, le médecin, au moment où on l'a rédigée, si mes souvenirs sont bons, il n'était pas présent. Enfin, où il a fallu signer parce que je pense qu'il était souffrant. Au moment où on a retiré les rapports. Madame le témoin, on va regarder pour trouver le numéro ERN, vous savez, le numéro de cote. Mais la fiche qui est en rapport ou en miroir de ce rapport médico-légal a été rédigée par vous, Madame le témoin. Donc, si la fiche médico-légale indique que c'est vous et que le rapport médico-légal a été signé par vous, moi, je vous pose la question, comment on sait avec qui vous auriez travaillé en binôme? Dans les faits, nous avons travaillé en binôme et cette fiche a été signée par moi, essentiellement. Alors, juste pour qu'on soit d'accord... Excuse me, but how is this? Le président, un instant, mais en quoi est-ce que cela est pertinent dans le contexte général du procès? Si ce document a été signé par une personne ou par 2, j'avoue que je ne comprends pas trop la pertinence de cela. Vous êtes en train de parler d'un procès, rappelez-vous. Or, c'est peut-être juste une erreur. 3 ans plus tard, vous savez, c'est parfois difficile de se rappeler ce genre de détails. Je ne peux pas vous répondre en présence du témoin, donc je suis dans vos mains. Ok. D'accord. Très bien. Allez-y, allez-y. With another question. Mais posez une autre question, pas celle-ci. De donner le numéro ERN, donc c'était de la fiche, c'est le CIV OTP 0073 10 93. Alors, donc toujours concernant la même personne mais un autre document. L'onglet? Oui, je vais vous l'indiquer, Madame le témoin. Donc c'est l'onglet 40, mais c'est donc le document suivant du classeur que vous avez devant vous. Et c'est le CIV OTP 0077 0037. Donc c'est le rapport d'autopsie daté du 2 février 2015.
Et il s'agit du rapport d'autopsie que vous avez effectué concernant cette même personne que nous venons de voir avec John Clark. Est-ce que vous voyez le document, Madame le témoin? Oui, tout à fait. Alors, vous indiquez dans votre rapport d'autopsie, concernant donc la tombe Abo 020301, et c'est la page 0037, et je vais lire en anglais, mais ce sera interprété en français, d'accord? Also, within the outer black body bag was a soil from the grave. Alors, on me dit que le document affiché n'est pas le bon, donc je vais redonner le RN, qui est le CIV OTP 0077 0037. Et c'est la page 0037. Alors, Madame le témoin, vous avez le document devant les yeux? Oui. Alors, je reprends. Also within the outer black body bag. Sur la housse mortuaire noire, il y avait de la terre, une couverture, une housse en plastique où il était écrit. Et je ne dis pas le nom de la personne puisque nous sommes en audience publique. Alors, ces éléments indiquaient que le corps pouvait être celui de la personne qui est mentionnée, donc, quand on dit « ici repose telle personne ». Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez vérifié si vous aviez examiné au préalable une personne qui portait ce nom? En 2011, par exemple. Oui, effectivement. D'accord. Alors, vous aviez terminé le rapport médico-légal externe, d'examen externe, pardon, de cette même personne le 26 janvier 2015, soit une semaine avant l'autopsie effectuée avec John Clark. Et la référence de ce rapport médico-légal, c'est le CIV OTP 0073 1119 et onglet 30. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez communiqué, c'est le document suivant, hein, Madame le témoin. Reference numbers to... Le président, redonnez la référence lentement, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Alors, donc ma question, est-ce que vous aviez communiqué ce rapport médico-légal à John Clark? Non, ce n'était pas indiqué qu'il fallait que je communique le rapport à John Clark. Ce rapport avait été communiqué auparavant, mais je n'ai pas communiqué le rapport à John Clark. Ce n'est pas ce qui était indiqué. Il était indiqué que l'on fasse des autopsies. D'accord, mais vous aviez vous aviez examiné, ou en tout cas rédigé le rapport une semaine avant d'autopsier des corps avec John Clark. Est-ce qu'il n'aurait pas été utile, au vu des éléments qui décrivaient la même personne, de communiquer ces éléments à John Clark et de vous servir de votre examen externe lors de l'autopsie? Écoutez, on voit bien que sur la liste des examens externes et même des fiches externes qu'on avait communiquées dans le cadre d'une demande de la Cour, ces fiches avaient été communiquées à nos autorités. Je pense qu'ils ont échangé là-dessus. Je n'avais pas personnellement à donner ce rapport à M. John Clark, puisque ces mêmes noms pour lesquels nous avions demandé des examens externes et on nous avait demandé les fiches et les rapports
Il s'agissait des mêmes noms pour lesquels nous devions intervenir. D'accord. Alors, toujours concernant ce même rapport d'autopsie, à la page 0038, il est indiqué que vous avez identifié que le squelette appartiendrait plutôt à une personne de sexe masculin. Et comme vous disposiez d'éléments permettant d'identifier une femme, est-ce que vous avez soulevé cette incompatibilité avec John Clark et peut-être effectué des démarches complémentaires pour éclaircir cette question? En effet, nous avons soulevé cette remarque. Effectuer des examens complémentaires, je n'ai pas souvenir de ça. Il s'agissait de constatation à ce moment-là. D'accord, Madame le témoin. Monsieur le Président, je Now vois we l'heure. break. Le Président, nous allons faire la pause maintenant. Efficacité. Nous avons un classeur avec 59 documents que nous voudrions soumettre par le biais de ce témoin. Peut-être pouvons-nous aussi... Il s'agit de rapports de médico-légaux du témoin portant sur des FDS. Nous en avons la liste que nous pouvons vous remettre aussi, mais peut-être que nous pouvons d'ores et déjà remettre aussi ce classeur au témoin et qu'elle l'ait à sa disposition pour, si elle a le temps, commencer à authentifier ces documents. Yes, please do. Le Président, oui, je vous en prie. Monsieur Garcia, juste une chose, Monsieur le Président. Je sais que le témoin est censé consulter une centaine de documents. Le Président interrompant 59 supplémentaires, Monsieur Garcia. Est-ce qu'il serait possible de mettre à notre disposition des copies électroniques? Le Président interrompant 59 autres documents, mais elle n'est pas obligée de le faire pendant la pause. Elle pourra le faire plus tard. You were talking another small question to the witness. Vous souhaitiez poser une dernière question ou est-ce que s'adresser à moi? Le Président, bien. Nous allons faire la pause déjeuner de 30 minutes et nous reprendrons autour de 11h30 ou 11h35. Ah bon? No, Le Président. Je n'ai pas dit que nous allons faire la pause déjeuner pendant 30 minutes, mais nous allons faire une pause de 30 minutes. Là, je viens de lire la transcription anglaise. Une pause de 30 minutes et la pause déjeuner interviendra plus tard. Et au début du troisième volet d'audience, l'exercice aura été achevé, j'espère. Merci beaucoup.